Mesdames, Messieurs, chers amis, chacune et chacun en vos grades et qualités, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que le logement est un besoin vital pour l'homme. Sans toit, on ne vit pas. La pyramide de Maslow, que nous connaissons tous, du moins j'espère, définit 5 niveaux les besoins des individus, successivement. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. 5 pyramides, 5 échelles de la pyramide. Lié, comme nous le faisons ce matin, les questions du logement et de l'énergie, revient à s'intéresser à la base de la pyramide, au besoin fondamental de sécurité que constitue le logement, lieu où l'on s'assouvit ses besoins physiologiques de cuisson de la nourriture et de repos. Comme quoi le logement est une nécessité. Nous vivons dans une société d'une extrême sophistication technologique et organisationnelle, ce qui peut nous faire croire que nous sommes très évolués, mais l'on se rend compte qu'il ne faut pas grand-chose pour que la nature, et notamment notre nature profonde, refasse surface. Si nous sommes menacés dans notre accès au logement et à l'énergie, nous sommes de fait renvoyés à l'époque de Lucie. Vous savez, le squelette vieux de 3 millions d'années, découvert en Afrique il y a 50 ans. Vous êtes sans doute en train de vous dire, c'est Jean-Louis, il exagère, c'est du Cotigny, il fait comme d'habitude. Même si je ne le crois pas, je vous concède quand même que c'est peut-être un peu vrai, mais j'ai moi en permanence besoin de réveiller les consciences. La pyramide de Maslow, qui date de 1954, n'évoque évidemment pas la question de la soutenabilité de la vie sur Terre. Mais aujourd'hui, face à la menace du risque climatique, ce sont nos besoins physiologiques et de sécurité qui sont potentiellement remis en cause. Nous avons donc d'un côté une menace sur la base de la pyramide de chacune et chacun d'entre nous en tant que membre de l'espèce humaine, et de l'autre une menace sur la base de la pyramide des 20 à 30% de la population les moins fortunés et qui se posent au quotidien de quoi demain est fait. Entre d'autres termes, parler ce matin du logement social et à l'accès à l'énergie revient à parler politique. Sans politique, il n'y a pas de logement. Sans politique, il n'y a pas de volonté énergétique. Et sans ne pas lier le logement et l'énergétique, eh bien, on est obligé de parler de politique, à défaut de quoi il ne peut rien se passer. La transition énergétique sera-t-elle un facteur d'exclusion ou de cohésion sociale? Grande question. Comme toute révolution, la transition énergétique va remettre les compteurs à zéro dans beaucoup de domaines, car l'énergie est partout. La transition énergétique peut donc être l'occasion de réaffirmer un certain nombre de valeurs, celles qui caractérisent encore largement les civilisations françaises et surtout aussi la civilisation européenne. Ou au contraire, de promouvoir d'autres valeurs. Elles portent donc en germe autant une opportunité de cohésion sociale qu'un risque de dislocation sociale. Et par le toit, la dislocation sociale est, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, une évidence. Je me dois, en tant que président de l'Union régionale de l'habitat, alerter sur ce risque. C'est la raison pour laquelle l'Union régionale a travaillé avec les bailleurs sociaux. Tu le disais tout à l'heure, Jean-Pierre, 600 000 logements pour loger 1,5 million d'habitants sur 58 bailleurs. Alors, si l'URH a travaillé avec les bailleurs sociaux à l'élaboration d'une stratégie régionale bas carbone, de façon à bien appréhender dans un premier temps le chemin qu'il nous faut parcourir d'ici 2050, pour dans un deuxième temps mettre sur la table la question des modalités de la transition, des moyens de celle-ci. Ce dernier point
en portant, à mon avis, une partie de la réponse à la question que je posais. Soit les bailleurs sociaux disposent des moyens de cette transition, et alors nous pourrons en faire un outil au service de la cohésion sociale, soit ils n'en auront pas les moyens. Et alors, il nous faudra vivre avec le risque, non pas d'une dislocation sociale, mon propos étant peut-être un peu fort, mais encore que, de notre capacité à faire collectivement société, et l'histoire nous a appris que ce n'était jamais bon. Les études qui ont été menées par l'URH chiffrent le besoin en investissement chez les bailleurs sociaux pour être en conformité avec la stratégie nationale bas carbone, et je parle des Hauts-de-France, à 20 milliards d'euros d'ici 2050. Et quand l'on sait que dans le même temps, par la RLS, un organisme comme Pas-de-Calais Habitat, on me prend 12 millions d'euros, et que par le taux du livret A, on me reprend encore 8 millions d'euros, vous imaginez, à partir de l'organisme public que nous sommes, quelles sont les difficultés pour nous pour pouvoir exister et rénover. Alors c'est énorme, on regarde des moyens des bailleurs, et finalement peu, on regarde des enjeux sociaux et non réhabilitation. Par la réhabilitation, il faut entendre à la fois la réhabilitation thermique des logements, mais également l'adaptation de leurs vecteurs énergétiques aux enjeux climatiques. Il faut savoir que les factures d'électricité, pour certains, ou les factures de gaz, quand on est dans un grand ensemble, coûtent plus cher que le montant du loyer. Et il continue à faire froid. Et donc les gens, à partir de ce moment-là, grande interrogation sur leur devenir. Et c'est là que les choses se corsent, car le slogan de la réglementation actuelle, c'est un peu haro sur le gaz, alors même que 75% du parc du logement sociaux des Hauts-de-France est chauffé au gaz. Très peu d'électricité et une autre source d'énergie. Donc disons le discours PSDT, chose clairement, cela va être très compliqué, car se pose la question de la faisabilité technique d'une part et la faisabilité financière d'autre part. Et par financière, j'entends à la fois la soutenabilité de l'investissement pour les bailleurs et la soutenabilité des coûts d'usage pour les locataires. Nous venons de rénover un bâtiment sur Arras, nous avons agrandi la surface de 10%, nous voulons lancer le même niveau de loyer aux locataires, la facture de chauffage pourrait baisser, notre objectif au vu de la situation économique et financière des gens, eh bien, de faire comment on peut les accompagner. Quand une analyse récente nous dit mais de toute façon, les commissions d'attribution logement, il faut y faire attention parce que ça ne fonctionne pas. Mais si, ça fonctionne. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est que les gens, dans leurs difficultés, sont frileux à déménager. Donc ils restent sur leur toit. Mais dans le même temps, les demandes de logement tombent. Mais on n'arrive pas à les fournir, puisqu'on ne sait plus, ou on ne peut pas, ou on ne nous donne pas les moyens de pouvoir construire, et encore moins les moyens de pouvoir rénover. Donc vous imaginez qu'à partir de tous ces discours, pour nos locataires, il y a des coûts parfois qui deviennent insupportables. Néanmoins, nous avons l'énorme chance de disposer dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais du gaz de mine, qu'il faut 80 fois mieux brûler que de le laisser s'échapper à l'air libre, mais c'est vous les professionnels. Et pourquoi pas ne le capturer, pourquoi pas ne le transformer, et pourquoi pas chauffer nos HLM. Nous avons signé une convention avec la ville d'Avion, de façon à pouvoir imaginer comment, à partir du gaz, nous ayons la possibilité de faire fonctionner une chaufferie qui pourra permettre aussi, puisque nous avons, nous, le réseau transporteur, de chauffer à la fois nos bâtiments et les services de la ville, et pourquoi pas demain, les locations, les habitations des locataires. Le gaz de mine ne pourra pas être une solution partout. Une réflexion donc doit s'engager spécifiquement entre les bailleurs et les pouvoirs publics pour structurer
un mix énergétique réaliste sur notre territoire. Toutes sources d'énergie seront nécessaires, sans aucune exclusivité. Récupération de chaleur fatale, développement des réseaux de chaleur urbains, production d'énergie renouvelable, biomasse, électricité, géothermie, photovoltaïque, éolien. Il nous faudra jouer sur tous les tableaux et sortir de l'idéologie qui parfois, dans le moment idéologique des choses, eh bien, on est pour et ou contre tel type d'énergie. L'objectif, aujourd'hui, est de se poser la question, que faisons-nous? Que faisons-nous? Alors, ayons un seul but, mener la transition énergétique à son terme dans le parc des bailleurs sociaux pour faire de cette transition qui a valeur de révolution, comme celle du charbon l'a été hier, en son temps, un facteur de réinventons notre civilisation. Et ça devient une nécessité. À défaut de quoi, la marmite est le bout, les gens seront dans la rue, mais il y aura un grand questionnement sur le devenir de nos populations. Je vous disais, 600 000 logements en Hauts-de-France, pour 1,5 million d'habitants. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de trouver collectivement des réponses, à la fois, puisque c'est notre thème aujourd'hui, continuer à rénover nos logements, et dans la rénovation de nos logements, imaginez quelle source énergétique on doit utiliser pour permettre à chacun d'être bien chez soi. On dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. C'est des vieux agaces, mais qui restent d'actualité. Mais ça veut dire aussi que pour que le bâtiment va, il faut donner à ceux qui sont des rénovateurs de logements, qui possèdent un potentiel de logement social important, de leur donner la possibilité de faire de la rénovation pour permettre au monde de l'entreprise bien de pouvoir être au rendez-vous de ce qui doit être nos obligations. Et puis, puisque tout à l'heure j'entendais ERBM, c'est une très belle chose. Mais je le dis aujourd'hui avec force, c'est une nécessité ERBM. Et merci. Merci à l'État, merci au Premier ministre qui est là tout à l'heure, parce que c'est lui qui a appuyé dessus le bouton pour qu'un jour ça puisse se réaliser. ERBM, ça doit être aussi l'aménagement du territoire pour demain. Les villes minières doivent devenir un nouvel exemple de ce que peut être un aménagement du territoire dans une ville. Mais dans l'horizontal, il faut aussi penser aux logements verticaux. Le logement vertical d'aujourd'hui n'est pas accompagné. Ça veut dire qu'on ne peut pas le rénover. Rénover un logement ou raser un appartement, c'est 28 000 €. Si j'ai une tour de 20 étages, vous imaginez l'enveloppe. Mais celui qui habite dans cet appartement, il dit « Mais à quel moment je vais pouvoir avoir ma petite maison de chez toi, Jean-François ?» Pourquoi ? Mon grand-père était mineur. Je voudrais avoir cette petite maison. Puis j'ai plus envie d'habiter là. Mais dans le même temps, le maire de la ville, il va me dire « Mais Jean-Louis, tu fais quoi, toi, avec pas de quel habitat? C'est quand que tu rénoves les logements ?» Et avec quel argent? Est-ce que le logement devient une priorité pour l'État? J'en suis pas sûr. Pourquoi? Il suffit de regarder, sans vouloir faire vraiment de politique, même si je suis un homme politique, les gouvernants successeurs qui se sont présentés n'ont jamais présenté de ministre du Logement ou de secrétaire d'État au logement. Il fallait une deuxième ou une troisième cours de rattrapage pour dire « Ah oui, mais c'est vrai, il y a aussi du logement social ». Le logement social, c'est le logement de celui qui ne peut pas être propriétaire. Le logement social, c'est le logement de celui qui ne peut pas être à l'accession à la propriété. Le logement social, on doit lui donner toutes ses valeurs de façon à ce que, par l'énergie, par la rénovation, par la capacité à recréer du lien social, nous puissions vraiment accompagner des populations qui en ont besoin. Et on y reviendra dessus. Laissez Jean-François compléter mes propos. Maison et Cité, donc un bailleur social régional, 64 000 logements, à 98% positionnés sur le territoire du bassin minier, en allant de Béthune à Valenciennes, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et dans ce patrimoine, 24 000 logements classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Maisons et Cités, au travers de ces investissements, je vous donne quelques chiffres 2023. 2023, donc on a livré 2563 logements réhabilités, ça veut dire 2563 familles qui aujourd'hui ont un logement avec une étiquette énergétique en termes de consommation en étiquette C. C'est 2900 logements, plus de 2900 logements lancés en chantier, en rénovation, avec l'objectif et le même objectif d'amener ces logements dans une étiquette C en termes de performance énergétique. Et l'ensemble de ces investissements représente 457 millions d'euros d'investissement sur le territoire, avec des entreprises du territoire, à majorité, voire ultra majoritairement, des entreprises dont le siège social est dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Je vous laisse comparer le chiffre d'investissement au regard du chiffre d'affaires des loyers pour montrer qu'on investit aujourd'hui beaucoup plus qu'on ne perçoit et qu'on ne collecte en termes de loyers. Donc ça veut dire que derrière, on a une ingénierie financière importante pour pouvoir avoir ces effets de levier grâce aux financements partenariaux de l'État, de la région, des départements et des intercommunalités qui nous permettent derrière de faire cet effet levier sur les investissements par rapport à nos loyers collectés. Et je n'oublierai pas dans les investisseurs et les financeurs la Banque des Territoires qui, grâce à ces prêts de long terme, certes assis sur le taux du livret A qui est un taux variable, mais sur le long terme sont souvent très intéressants. Je vais élargir le propos de la consommation, puisque l'enjeu, bien évidemment, pour nos habitants, c'est d'avoir une baisse de leur consommation, mais notre enjeu également en tant que bailleur social, c'est également d'avoir une trajectoire de décarbonation. Le président Cottigny l'a rappelé, on a fait ce travail avec l'ensemble des bailleurs sociaux de la région. Et pour Maisons et Cités, au regard de son patrimoine, notre objectif et notre enjeu, vous le voyez sur le graphique à gauche, est de passer globalement de 243 kilotonnes de CO2 par an en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors là-dedans, il y a le patrimoine de l'entreprise, l'action de l'entreprise, c'est-à-dire la vie, nos bureaux, l'exploitation de nos bureaux, nos constructions, mais la majorité, pour ne pas dire l'ultra-majorité, c'est-à-dire 96%, est constituée, les gaz à effet de serre émis par Maisons et Cités sont constitués par le patrimoine qu'elle possède. Notre objectif et la trajectoire dans laquelle on s'inscrit, c'est de ramener cette émission de gaz à effet de serre à 123 kilotonnes de CO2 par an en 2033, c'est-à-dire de se placer dans une diminution, donc une baisse de 49% de nos émissions de carbone et des émissions du patrimoine, avec une stratégie en deux temps, c'est-à-dire de se poser dans une stratégie qu'on voit sur la partie droite. Première partie de la stratégie, on baisse la consommation de nos logements, la consommation énergétique. On divise par 3, voire par 4, la consommation de 25 000 logements, c'est-à-dire à peu près un tiers de notre patrimoine. En parallèle, bien évidemment, on divise par 3 l'émission des gaz à effet de serre. Donc une première partie de la stratégie qui est une stratégie quantitative. On dit on baisse la consommation, donc on baisse en parallèle les émissions de gaz à effet de serre. Et en s'inscrivant dans la stratégie nationale bas carbone, il est nécessaire qu'on puisse aller plus loin. Parce que une fois qu'on aura fait cet effort sur la consommation, c'est-à-dire que globalement, à partir de 2033, nous n'aurons plus aucun logement qui aura une étiquette énergétique en termes de consommation au-delà de l'étiquette D, c'est-à-dire plus aucun logement EFG à partir de 2033. Ce n'est pas un exploit, c'est juste le respect de la règle et de la loi transition climat-énergie qui a imposé qu'à partir de 1er janvier 2034, nous n'ayons plus de logement en étiquette E. On s'inscrit, en tout cas à date, on s'inscrit dans cette stratégie pour pouvoir respecter ces obligations réglementaires. Ce n'est pas simple tous les jours, mais on s'y inscrit et on essaye de trouver les moyens à la fois financiers, les leviers sur l'exploitation de l'entreprise et sur ses ressources, dont notamment ses ressources en termes de patrimoine, avec certains arbitrages de patrimoine, certaines ventes, pour nous permettre de financer l'ensemble de ce plan d'investissement qui s'élève à l'échelle de 2018-2033 à près de 3 milliards d'euros d'investissement. Mais c'est une stratégie qui va devoir aller vers d'autres évolutions pour pouvoir atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Le Premier ministre le rappelait tout à l'heure sur la trajectoire issue des accords de Paris à 1,5 degré, où il va nous falloir aller chercher d'autres stratégie pour atteindre cet objectif, et notamment le changement d'énergie. Alors je rejoins le président Cottigny, ça ne sera pas un tout ou rien.
On ne passera pas 100% des 65 000 logements miniers de maisons et cités du gaz, puisqu'aujourd'hui ils le sont à 99% chauffés au gaz individuel, à autant de logements avec une énergie qui sera l'énergie électrique. Ça va nécessiter, parce que je pense que derrière, et on le voit déjà sur un certain nombre d'opérations en cours, les réseaux, la capacité de production électrique ne suivra pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse intégrer un certain nombre d'autres formes de changement d'énergie, notamment l'intégration du gaz vert, et avec une problématique particulière d'intégrer du gaz vert dans des logements individuels, où chaque client est détenteur de son contrat avec le fournisseur de gaz. À ce titre, on a candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt sur le gaz vert lancé par l'État et l'échelon régional pour qu'on puisse porter une réflexion sur l'impact du gaz vert dans les DPE, parce qu'aujourd'hui, si on injecte du gaz vert, on n'a aucun impact sur nos étiquettes de DPE, notamment dans l'émission des gaz à effet de serre. C'est aussi une transition partielle et progressive vers un mixte avec de l'électrique et du gaz. Aujourd'hui, on commence à implanter un certain nombre de chaudières hybrides. C'est aussi des raccordements avec des essais, y compris sur du logement individuel, de raccorder nos logements sur des réseaux de chaleur. On est en train de travailler avec les services de l'ADEME et les services du SGAR sur 3 sites, sur Lens-sur-Liévin et sur Douchy-les-Mines. Et puis un autre enjeu qui est important pour l'entreprise, c'est potentiellement également de créer, d'exploiter et de fournir à nos habitants de l'électricité verte produite localement. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est aussi une évolution de nos modes de construction avec les matériaux biosourcés et puis le réemploi de matériaux. Les écomatériaux, on a lancé une expérimentation qui est plus qu'une expérimentation, qui est le chanvre. On a rénové à Pécancourt 115 logements rénovés avec du chanvre. Aujourd'hui, on utilise également la ouate de cellulose quand on fait des programmes d'isolation dans nos combles. Et on utilise aussi sur nos logements Camus, dans le cadre d'un contrat sur la rénovation des 2000 logements Camus, on en aura un peu plus de 350 qui seront rénovés avec de la laine de coton. On a été bien évidemment signataire de la charte et de l'engagement du pacte biosourcé. Sur les Camus, juste un petit zoom, ces logements sont des logements rez-de-chaussée, donc qui sont des logements industriels pour lesquels notre procédé de réhabilitation est un procédé industrialisé avec la réponse et le marché que l'on a confié à un groupement d'entreprises dont le mandataire est Bouygues Bâtiment Nord-Est pour rénover ces 2000 logements Camus en les isolant thermiquement par l'extérieur avec pour un certain nombre d'entre eux ceux labellisés au titre de l'appel à projet Massy-Rénov' de l'État avec de la ouate de coton sur ces logements. On s'est également engagé dans l'économie circulaire, parce qu'à un moment, ne pas émettre de gaz à effet de serre, c'est aussi potentiellement recycler un certain nombre de nos matériaux. Donc vous voyez sur la partie gauche un certain nombre d'initiatives qui sont des initiatives ponctuelles qu'on va essayer de développer pour les industrialiser. L'objet et notre objectif à chaque fois qu'on se lance dans une expérimentation, c'est que derrière, soit on puisse tirer une filière, soit on puisse développer un produit ou une démarche industrialisée. Le projet Brique après Brique, c'est un projet un petit peu exceptionnel sur lequel on a déconstruit 2 logements appartenant à Maisons et Cités, donc avec une entreprise locale qui a été chercher 12 personnes éloignées de l'emploi dans nos cités qui ont été donc mises en insertion sur ce chantier pour récupérer, vous le voyez sur les chiffres, un peu plus de 10 000 briques et 16 000 demi-briques qui vont permettre demain de reconstruire un logement de fonction sur le collège de la commune de Saint-Angoël. Donc une réutilisation, déconstruction, réutilisation locale. La difficulté de ce type de projet, et il faut être, et c'est là où on a besoin aussi de travailler dans des réseaux partenariaux, c'est que ce type de projet, on a réussi à le financer une fois. Comment demain on est capable d'industrialiser ce type de projet, parce qu'aujourd'hui les financements de ces projets qui sont bénéfiques et vertueux pour le territoire, pour notre économie, on a de grandes difficultés à les industrialiser parce qu'à chaque fois c'est aller chercher une convention de financement pour les personnes en insertion. Chaque dossier est un dossier particulier avec tout un certain nombre de démarches administratives qui peuvent paraître très lourdes et qui, en tout cas, freinent l'avancement d'un certain nombre de ces projets. Dernier point sur mon propos, c'est l'énergie photovoltaïque. Alors, on se lance à Maisons et Cités dans une réflexion sur nos délaissés de foncier. Parce qu'on a, et on a la chance ou pas,
d'avoir un certain nombre de délaissés de foncier sur lesquels on envisage de réaliser des projets de fermes solaires. Alors les fermes solaires, mais avec notre vision d'acteur social, d'acteur du logement social, pour permettre et apporter à nos habitants en priorité, mais aussi aux équipements qui peuvent être publics dans les territoires ou dans les périmètres sur lesquels on va lancer ces opérations, de l'énergie verte produite localement et dans un principe qui est un principe d'autoconsommation collective. On ne va pas se lancer dans des projets de fermes photovoltaïques. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui savent le faire bien mieux que nous, mais notre objectif, parce que derrière c'est l'objectif et notre responsabilité sociale et territoriale, d'apporter à nos habitants de l'électricité la moins chère possible. Et je l'entendais tout à l'heure, surtout avec un engagement de durée en termes de tarifs. Parce que c'est aussi un de nos enjeux, un enjeu de nos clients, de pouvoir maîtriser le coût de l'énergie dans la durée. Et notre objectif, on y arrivera ou pas, en tout cas on va essayer de le faire, et en général on essaye d'aboutir sur les projets qu'on peut lancer, c'est de produire de l'énergie locale au bénéfice des populations locales et des équipements publics de ces collectivités sur des rayons autour de 2 km autour de ces centrales. Donc on va travailler dans les mois qui viennent, on travaille avec la SEM Énergie Hauts-de-France sur ce territoire et avec les collectivités locales. On a eu déjà des échanges avec le pôle métropolitain de l'Artois, avec la Cabalère en particulier, sur 3 sites, un site sur Lozinguem, un site sur Courrières et un site sur Marne-les-Mines, où on va également tester le modèle sur différentes surfaces pour pouvoir voir quel est modèle économiquement, parce que ce qui m'importe, c'est que, on amène de l'électricité verte à nos habitants dans un tarif maîtrisé, mais aussi que derrière, ça soit un modèle économique et pas un modèle subventionnable. Merci pour votre attention. Alors la CIM, la Société d'Industrie Minérale, c'est une association où, pour tout vous dire, on ne parle pas beaucoup de métaux parce que c'est une association de professionnels de l'industrie et l'industrie extractive aujourd'hui, on parle plus de matériaux de construction, de pierres ornementales que de métaux par la force des choses de la composition de l'industrie. On ne va pas revenir sur la nécessité de la transition énergétique. Là, je vais vous présenter rapidement, avec un panorama mondial français, je vais alterner entre les deux niveaux, un aperçu des besoins et puis surtout quelques diapositives sur les points d'attention ou les points d'action de la société en général et de l'humanité en général. Donc la situation de la transition énergétique, elle repose, les évaluations sur lesquelles j'ai travaillé, elles reposent essentiellement sur l'électrification des usages. Ça n'est que l'un des moyens, je reviendrai là-dessus dans ma conclusion. Ça prend un petit moment pour passer, d'accord. Donc, de même, pourquoi des métaux ? Pourquoi des matières premières d'une manière générale ? De même que les évolutions technologiques du 18e, du 19e siècle, du 20e siècle ont impliqué un remplacement majeur des énergies non carbonées, la force du vent, les animaux de trait, l'hydraulique au fil de l'eau, par des machines à vapeur qui fonctionnaient au charbon, puis par des moteurs explosion fonctionnant au pétrole. Les nouvelles technologies de l'énergie, reposant largement sur l'électricité, vont inclure des besoins en matières premières différents et en matières premières différentes. Une illustration ici faite par l'Agence internationale de l'énergie atomique montre des usages unitaires de matières premières bien plus élevés au moment du changement de technologie pour en haut les moteurs et de véhicules, si je me souviens bien, et en bas pour d'autres sources de production d'énergie. Les ordres de grandeur, bon, il y a des incertitudes, il y a un tas de choses. Les ordres de grandeur sont de l'ordre de 3 à 4 fois quand même. L'ADEME a tenté de calculer une partie des besoins français. De nouveau, il s'agit uniquement des besoins des nouvelles énergies, concrètement
les véhicules électriques, les énergies renouvelables électriques et le nucléaire. Si on est donc nouvelles technologies de production de l'électricité, il faudrait y ajouter par exemple les besoins en matériaux liés au renouvellement du bâti urbain, qui est un facteur qui a été abordé par les intervenants précédents et qui compte aussi dans les besoins en matériaux. Ils ne sont pas tous biosourcés et ils ne sont pas tous recyclés. Mais bon, cette évaluation n'a pas été faite. Ici, le graphique qui est présenté représente des évolutions en pourcentage. Juste après, on va parler des valeurs absolues. Et donc, il y a plusieurs hypothèses de transition énergétique dans les groupes de Barre. Je ne vais pas revenir on ne va pas insister sur les différentes hypothèses retenues par l'ADEME. Pour ma part, je considère que la différence les différentes hauteurs dans les différentes barres, groupes de barres représentent une mesure très approchée de l'incertitude des calculs qui sont faits. Donc il y a une croissance des besoins, c'est clair. On voit bien à droite pour le lithium, un facteur de 3 à 8 sur les barres violettes. Et pour le cobalt, des besoins de l'ordre d'un doublement à peu près des quantités. En valeur absolue, l'évaluation de l'ADEME ressemble à ceci. Évidemment, certaines évolutions sont difficiles à voir parce que les valeurs absolues sont faibles. Par exemple, le lithium, ça apparaît à peine. On a vu tout à l'heure que c'était, dans la diapo précédente, qu'on avait une multiplication par 3 ou 4. Mais quand on part de 9000 tonnes par an, qui est la consommation actuelle, et qu'on est sur des échelles comme celle du graphique de gauche, on a évidemment des choses qui ne se voient pas très bien. Donc concentrons-nous sur les choses qu'on voit bien. Pour le nickel, que vous voyez sur le graphique de gauche en bleu, bon, à partir le chiffre actuel de la consommation de l'économie française est de l'ordre de 30 000 tonnes par an. Donc on est à un doublement quand même. Et ce n'est pas un métal rare, mais n'empêche. L'ensemble du graphique ici est focalisé sur des métaux stratégiques ou rares. Je reviendrai sur le concept de métaux stratégiques dans un instant. Mais l'évolution est pas liée à des petits métaux inconnus ou peu connus, ou connus des spécialistes seulement. Elle affecte aussi, c'est la même étude de l'ADEME, des métaux courants et même les matériaux de construction. Pour référence, la production actuelle de béton de l'ordre de 20 millions de tonnes, on parle de 10% plus. Il faut les trouver. Pour l'acier, 15 millions de tonnes, donc on est à 10 ou 20% en plus. Ce n'est pas vraiment un fait nouveau. Un vieux graphique qui est bien connu des spécialistes sur l'évolution de la production de cuivre mondial. Alors là, on passe au niveau mondial. Une courbe comme ça qui s'arrête en 2015, enfin, peu importe, on n'est pas à faire des calculs précis, signifie que, sauf recyclage, au rythme de 2015, pendant les 30 prochaines années, l'humanité produira autant de cuivre qu'il y en a eu de produits depuis le début de l'humanité. Une caractéristique des métaux, c'est que, ou d'un certain nombre de métaux en tout cas, c'est qu'ils ne sont pas produits partout. Et donc, pour un certain nombre de produits, il y a une concentration importante et l'Europe, en particulier, a réalisé depuis 2010, à la faveur d'une crise qui reste connue sous le nom de crise des terres rares, qu'elle avait une dépendance sur beaucoup de métaux et de matières premières à la Chine. Ici, j'ai une version récente de la carte. La Chine apparaît aussi, toujours. Ceci dit, en passant, sur les terres rares, son poids est passé de pratiquement 100%
à 70, si enfin non, il y a toujours 90% pour l'Europe, ce sont les deux lignes d'en bas, mais au niveau mondial, les productions de terres rares, ça c'est uniquement les approvisionnements de l'Europe, la production chinoise est passée de 100% de la production mondiale à environ 70% de la production mondiale par augmentation d'autres productions au Mozambique, ou, enfin, en Inde, etc. Donc ça peut évoluer. Il n'y a pas que les terres rares, et pour le lithium, par exemple, eh ben, voilà, vous avez le Chili. Bon, pour être plus précis, sur le lithium, il y a 4 producteurs importants en dehors desquels il n'y a pas beaucoup de salut, mais qui représentent donc un enjeu de dépendance. C'est ça le concept de métaux critiques ou de minéraux critiques ou de métaux stratégiques. Alors, bon, ok, il y a des évolutions, il y a du vocabulaire que les spécialistes utilisaient. Le mot métaux stratégiques uniquement pour l'industrie de la défense. Aujourd'hui, on l'utilise en particulier dans la presse d'une manière beaucoup plus extensive et pour l'ensemble d'une économie. Comment on fait une analyse de criticité pour juger du caractère critique d'une substance? On place un point dans un espace à 2 dimensions. On évalue d'une part le risque portant sur les chaînes d'approvisionnement, incluant l'origine minière, mais aussi le traitement métallurgique intermédiaire. Quelquefois, sur certains métaux, dans certaines chaînes de valeur au niveau mondial, on peut avoir des mines un petit peu dispersées, pas trop, mais quand même, avec une technologie qui est concentrée dans 1 ou 2 usines dans le monde. Donc on inclut la métallurgie. Exemple, les alliages à terres rares pour les éoliennes, les moteurs de véhicules, etc. Ces alliages à terres rares sont réalisés dans un nombre d'usines très limité dans le monde. Donc un des axes, c'est le risque sur l'approvisionnement, et l'autre axe, c'est le risque pour notre économie, ou pour l'économie à laquelle on s'intéresse, européenne, française, et ça, c'est l'axe vertical. Le BRGM fait ce placement à dire d'experts en examinant, ça c'est la matrice du BRGM, en examinant les producteurs français, les transformateurs français, les utilisateurs finaux, etc. Et pour juger de l'importance sur un secteur, au niveau de la Commission européenne, ils ont développé une série de matrices macroéconomiques qui permettent, en faisant des multiplications de matrices, d'avoir une évaluation plus objective et surtout un petit peu plus simple que d'examiner la situation dans les 27 pays. La nouveauté des années 2020, on l'a vu tout à l'heure avec les courbes de besoins, les barres d'augmentation de besoins, c'est que ce caractère critique s'étend pratiquement à tous les métaux, avec un sous-jacent qui est légèrement différent. Le risque d'approvisionnement est plus lié à un oligopole très étroit ou un monopole d'une technologie ou d'un site de production, mais il est lié, malgré la présence de nombreuses mines, au fait qu'il y a énormément de demandes et que donc, ou qu'il risque d'y avoir énormément de demandes. Et c'est pour ça qu'on retrouve des substances dans ces matrices, comme le cuivre ou le nickel, qui sont courants, enfin je veux dire, de très nombreux producteurs. Voilà la situation un petit peu brossée à très généraux. Passons à ce qu'on peut faire. Toutes ces évaluations sont faites à technologie constante. Mais simultanément, la R&D explore des voies nouvelles. Et j'ai pris 3 exemples. Voilà. J'ai pris 3 exemples. Les piles et batteries.
Avant 2010, on était sur des alliages nickel, cobalt, aluminium. On est passé sur nickel, manganèse, cobalt. Puis sur les fameux lithium-ion, lithium, fer, phosphate. Ça va vite. Ça, c'était en une dizaine d'années, ce passage de technologie. Aujourd'hui, des chercheurs travaillent sur des batteries en utilisant plutôt du sodium, du silicium, du soufre. Peut-être pas de métaux même. Un autre exemple, les moteurs électriques. Dans les années ça c'est en haut à droite, hein, dans les années 2000, la mise au point d'alliages à terres rares ont permis de miniaturiser et d'apporter plus de puissance avec moins de volume en utilisant des alliages différents pour le rotor. Donc en partie la crise des terres rares des années 2010. Aujourd'hui, on voit apparaître chez plusieurs constructeurs automobiles des moteurs électriques sans terres rares. Ça reste timide, ça reste limité, mais ça viendra peut-être. L'évolution technologique. La production d'énergie à partir de déchets et la capacité, ça c'est cryopure, hein. M. Claudic vous en parlera tout à l'heure. Production de capacité à partir d'énergie venant des déchets, de séparer différents gaz et donc d'adresser ensuite des usages bien déterminés, ce qui permet de soulager d'autres sources d'approvisionnement. Deuxième degré de liberté, les stratégies d'entreprise. Les entreprises ont vraiment un rôle à jouer dans ces problématiques de métaux. Au centre, Renault a depuis longtemps, les années 2010, mis en place sa propre analyse de criticité. La matrice est différente de celle du BRGM, elle est un peu moins lisible, mais ce n'est pas l'objectif. Elle n'est pas secrète non plus, elle a été publiée. Mais elle procède à un examen, l'examen que j'ai mentionné tout à l'heure sur une technologie, une économie, pardon, elle l'applique à sa technologie, à sa production et à ses approvisionnements. Et elle met des points dans un cadre et elle évalue si c'est dangereux, quels sont ses risques de dépendance, etc. Et pas seulement économique, mais de dépendance de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Et elle ne dit pas trop ce qu'elle en fait, mais j'imagine que ça l'aide à intervenir sur les relations avec ses producteurs ou sur l'évolution de ses intrants en changeant de technologie éventuellement. L'annonce de Stellantis, récemment, 2022, de conclure un accord avec le producteur potentiel de lithium en Allemagne, qui s'appelle Vulcan, c'est en bas à droite. C'est un autre type d'action dont les sociétés japonaises ont été promoteurs, pionnières, comme vous voudrez, avec le soutien de leur ministère de l'Industrie depuis les années 2000. C'est pas récent. C'est assez peu fréquent dans les sociétés européennes, mais un accord comme ça, avant la production du lithium, parce que là, on permet éventuellement, on verra, à Vulcan d'obtenir des financements pour ces investissements, ils sont de l'ordre du milliard d'euros, mais aussi à Stellantis, dans le futur, de disposer de fournitures de lithium qui pourrait être un marché serré. Stratégie d'entreprise. Enfin, en bas à gauche, Airbus a modifié des éléments de sa chaîne de production en faisant de l'impression 3D.
ce qui a modifié sa dépendance à certains métaux, et donc avec un impact en interne, on peut faire évoluer les choses et soulager une dépendance. Airbus fait aussi une matrice de criticité, mais elle n'a pas été publiée. Voilà. On n'est pas dans un catalogue complet, là, mais en tout cas, les entreprises ne sont pas démunies. Il faut penser en dehors de la boîte, comme on dit, think out of the box, et être innovateur en termes de stratégie et de positionnement mondial. Le recyclage. La seule étude de recyclage sur les petits métaux qui soit disponible est malheureusement ancienne, puisqu'elle date de 2011. C'est une étude des Nations Unies, un groupe d'experts des Nations Unies sur les ressources, en bas à droite. Hein. C'est la catastrophe. Ils ont étudié une soixantaine de métaux et un tiers, à peu près, sont recyclés à 50% et plus, mais 34 éléments, 34 sur 60, ont des taux de recyclage en fin de vie inférieurs à 1%, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas recyclés, soyons clairs. Hein. Et bon, pourquoi? Parce que la collecte, c'est bien, on peut collecter, on collecte, mais ensuite, produire des métaux purs, ça devient compliqué en aval. L'électronique en particulier, c'est un mélange très très compliqué et on peut récupérer les métaux principaux, on le fait assez couramment, mais dans le détail, c'est plus dans les petits métaux, c'est très très compliqué de les envoyer à la bonne usine métallurgique qui sont en plus très rares dans le monde. De même, évidemment, ainsi donc le stock de métaux potentiellement recyclables, il doit servir à diminuer la pression sur l'exploitation des ressources naturelles, mais il y a encore des écarts considérables à rattraper pour produire une société du recyclage autosuffisante, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas progresser, bien entendu, et le monde s'y emploie. Bon, par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que sur un métal comme le lithium, comme il a été très peu utilisé dans le passé, le gisement des choses à recycler, il est évidemment très faible. Bon, la transition énergétique passe sans doute aussi par des ressources nouvelles. Un premier point, c'est d'attirer votre attention sur la confusion très fréquente entre potentiel minier et mine. Un potentiel minier, c'est la carte du BRGM qui est à l'écran. C'est une capacité géologique à contenir certains métaux. C'est documenté par la carte géologique, c'est documenté par l'histoire minière d'un pays ou d'une zone, peu importe. Mais pour arriver à une mine, il faut acquérir des informations plus précises que la simple présence d'un métal. Et de plus, toutes les opérations d'exploration n'arriveront pas à un succès, bien loin de là. Toutes les opérations d'exploration pour lithium en Europe que j'ai mis sur la carte à droite n'arriveront pas à une mine. C'est comme ça. Il s'agit par ailleurs d'un investissement long et important. Pour prendre un exemple français, en l'occurrence, on vient d'annoncer le projet de mine de lithium dans l'Allier par la société Imerys. C'est un projet d'exploration que Imerys a commencé en 2015 sur une demande de permis d'exploration que Imerys a formulée, déposée en 2013. Ils ont commencé donc à travailler en 2015. Ils ont annoncé leur projet industriel en 2022. C'est au standard de l'exploration rapide, mais ça partait d'un site déjà connu. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, 30 millions d'euros à peu près, d'après leur communiqué de presse. Et le projet industriel, là, au niveau de l'investissement, autour du milliard d'euros. Ça donne une idée
des besoins et de la dimension du sujet. Il faut aussi que les populations locales comprennent et soutiennent le projet. C'est l'objet, en tout cas la compréhension du débat public actuel. Alors, extractivisme, c'est toutes ces nouvelles matières premières. Bon. L'Agence internationale de l'énergie a sorti ce graphique qui montre que, en fait, les surfaces minières devraient être inférieures. Ben oui, puisque et encore, ils prennent en compte la diminution des surfaces minières de charbon. Ils ne prennent pas en compte la diminution des emprises de gaz ou de pétrole, mais en tout cas, malgré tout ce qu'on entend dire sur les ouvertures de nouvelles mines, etc., le solde final au niveau mondial devrait être en baisse. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit en France, puisque en France, aujourd'hui, il y a très peu de mines en exploitation, donc les surfaces sont très très faibles. Ceci dit, aujourd'hui, au titre de la transition énergétique, on a un projet d'une mine de lithium dans l'Allier. On n'est pas non plus en train de manipuler des choses complètement irraisonnables. Je me dois de mentionner de nouveau qu'il ne s'agit que de la production électrique et que ce n'est pas le seul moteur de la décarbonation. On va parler nos déchets, qui, à un certain nombre de niveaux, ce sont des déchets, un certain nombre de déchets de gaz mélangés peuvent être récupérés, triés et réinsérés dans le cycle économique. Et là, pour le coup, les consommations en métaux sont très très faibles, voire nulles, ou en tout cas pas très différentes des technologies courantes. Monsieur Claudic vous en parlera dans un instant. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Vous n'avez pas parlé de l'uranium. J'ai assisté dernièrement à une présentation qui montrait en fait que si tous les programmes nucléaires prévus dans le monde émergeaient, il y aurait très probablement une pénurie d'uranium. Et d'ailleurs, les prix de l'uranium, je crois, ont atteint des sommets. Oui, je n'ai pas parlé de l'uranium, mais c'est un des métaux, enfin on a le même syndrome que pour le cuivre avec les augmentations. On se demande aussi où on va trouver les ressources en cuivre. L'uranium, il y a quand même des projets, l'évaluation des projets de recherche qui fait que le potentiel mondial en uranium est assez important. Ce qui ne répond pas totalement, c'est une question de vitesse relative de progression des usines nucléaires et de la production d'uranium, à régler par le marché. L'évolution du prix à court terme du marché de l'uranium, j'espère, encouragera les explorateurs à reprendre une exploration uranium sur des zones qui ont été largement abandonnées dans les 2 dernières décennies. Bien, alors la première chose, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est que décarboner l'énergie, c'est éviter de la consommer, c'est la première chose. Mais on va regarder d'abord comment se consomme l'énergie et comment elle peut se récupérer. Ensuite, assez rapidement, on regardera le fait que l'énergie se conserve mal et que l'enjeu, c'est que notre variabilité d'utilisation est énorme et non en phase avec la variabilité de production, en particulier avec les énergies intermittentes. Et d'autre part, on va revenir sur le concept que, en fait, l'énergie ne se produit pas quasiment. On ne fait que convertir des formes d'énergie. Donc l'énergie clé, il n'y en a qu'une, c'est la fission, c'est la fusion nucléaire, pardon, et sa cousine, la fission, puisque effectivement, toute l'énergie dont on dispose sur la Terre, elle vient du Soleil, et donc elle vient de la fusion nucléaire.
D'autre part, on regardera que pour décarboner, il y a plusieurs manières de faire et qu'il y a une décarbonation directe et indirecte. Et enfin, en hors d'œuvre, vu l'heure, je vous donnerai quelques idées que je pense pour le futur énergétique. Alors la première chose, c'est qu'il faut, si on veut réfléchir sur le fait d'économiser l'énergie, c'est qu'il faut classer l'énergie en fonction des températures. Et ça, c'est essentiel. Donc, ne croyez pas que je dise quoi que ce soit de négatif sur les combustions. Je dis simplement, brûler à 1200 degrés pour faire la cuisine à 60, il y a un problème. Parce que si, en fait, on veut être raisonnable, il faut faire une cascade énergétique et utiliser l'énergie en fonction de son niveau de température. Donc la première chose qu'on doit faire avec une combustion, ça paraît bizarre, mais c'est imparable, c'est utiliser au mieux son potentiel énergétique qu'on peut appeler l'exergie, c'est-à-dire il faut produire de l'électricité d'abord. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une cascade vertueuse. À ce moment-là, tous les besoins thermiques, on va pouvoir les adresser de manière intelligente. Alors c'est clair que les pompes à chaleur, ce n'est pas, c'est bien important, les pompes à chaleur, ce n'est pas un équipement. Les pompes à chaleur, c'est un principe, c'est le pompage de chaleur. Et on retombe sur une question très simple, c'est que si le rendement d'une pompe à chaleur, ce qu'on appelle son coefficient de performance, mais on s'en fout, si le rendement de la pompe à chaleur, du fait de la récupération de l'énergie, là, elle le récupère dans l'air, dans l'eau, dans des effluents. Si ce rendement de la pompe à chaleur multiplié par le rendement de production de l'énergie électrique est supérieur à 1, on a gagné. Et d'autre part, on peut démontrer qu'on arrive sans grand problème à 1,4 et que l'enjeu, c'est quand même de passer à 2. Donc, dans le Nord, et je connais un peu la boîte qui a repris cette technologie qu'on a développée pendant 10 ans, c'est reprendre l'énergie de l'eau grise. C'est-à-dire, en gros, quand on prend une douche, on se brûle à 38 degrés. Quand on mesure la température de sortie des douches et des cuisines, l'eau est aux alentours de 30 degrés. Pour des raisons légionelleuses, on stocke l'eau chaude à 50 degrés. Donc en fait, si on récupère l'énergie qu'il y a dans l'eau grise, je ne parle pas des toilettes, l'eau grise, hors des toilettes, qu'il y a dans les bâtiments collectifs, eh bien, on démontre qu'on diminue la consommation d'énergie par un facteur 7. Si on revient sur l'énergie primaire, on est proche de 2. Je parle bien en énergie primaire en comptant l'énergie utilisée. Donc, juste un message, si du point de vue des boîtes à idées, si on veut gagner en énergie, il faut classer les énergies par les niveaux de température d'utilisation. L'autre chose, dans les procédés industriels, ça va être pareil. Donc, dans les usines agroalimentaires, on sèche, on cuisine, on pasteurise, on apertise, etc. Donc, en gros, on utilise de l'énergie entre 60 et 170 degrés maximum, et très peu à 170 degrés. Alors, il faut rendre hommage à un étudiant de 1970 de l'Université de Manchester qui s'appelle Bo Linhof. Donc, Bo Linhof, il a inventé cette courbe qui est une vraie merveille. Et on ne l'a pas cru au début. Il a fallu qu'il fasse des campagnes de mesure sur 3 installations industrielles de très grande taille pour que ce soit prouvé. Donc, l'idée assez extraordinaire de Bo Linhof, c'est de mettre sur un diagramme tous les consommateurs d'énergie d'une usine donnée. Et en particulier, il pensait aux raffineries. Et donc, sur l'axe vertical, on a les températures. Sur l'axe horizontal, on a la quantité d'énergie utilisée. Et donc, on s'aperçoit que la courbe rouge, c'est les besoins de chauffage. Et la courbe, quand on utilise du chaud, généralement, on est obligé de rejeter de la chaleur. Donc, on est obligé de refroidir. Il y a toujours un lien entre chauffer et refroidir. Et il démontre que dans une usine, il y a un point particulier qu'il appelle le point de pincement, qu'on voit entre la courbe rouge et la courbe bleue, et que ce point de pincement, il doit organiser la manière de récupérer l'énergie, avec 2 principes extraordinairement simples. Le principe premier, c'est que si on met un échangeur, on doit le mettre du même côté du point de pincement. Et surtout, il ne faut pas croiser, sinon on perd en énergie. Parce qu'il y a des gens qui mettaient des échangeurs dans des raffineries, ils ne comprenaient pas pourquoi ils consommaient plus.
Ils consommaient plus parce qu'ils mettaient l'échangeur en croisant autour du point de pincement. Et l'autre principe, c'est qu'une pompe à chaleur, c'est l'inverse. On doit prendre la chaleur en dessous du point de pincement et la rejeter au-dessus du point de pincement. Alors, naturellement, c'est une mesure qui est pas à pas, mais c'est absolument extraordinaire. Donc, Manchester, c'est une référence. Le PFL en est une autre. Et on a travaillé, nous aussi, très fortement dans tout un tas d'industries. Et la nouvelle importante, c'est qu'il est possible de gagner un facteur 3 à 4 en réorganisant la manière de consommer l'énergie dans ce type d'industrie. Alors quand on monte très haut, là, ça devient différent. Donc, que ce soit pour produire du verre, pour produire de l'acier, pour produire de la vapeur haute pression dans la raffinerie. Et donc, à ce moment-là, on retombe sur la question de la cascade énergétique. Donc, je vais dire avec sourire un truc assez drôle, c'est qu'un des brevets les plus intéressants du point de vue des raffineries a été déposé par ExxonMobil. ExxonMobil a démontré que, justement, dans une raffinerie, on a un besoin de chaleur à 450 degrés. Donc, naturellement, on va le faire avec une combustion. Et il a dit non, ça ne marche pas. On va produire de l'électricité et avec les effluents de la turbine à gaz, on va chauffer à 450 degrés. C'est une économie très importante dans une raffinerie. Je ne citerai pas le nom du PDG de Total. Il a dit « Never, ever, tant que je serai PDG, on ne l'utilisera pas ». Bon, c'est comme ça. Mais pour vous dire qu'il y a des stratégies qui sont adaptées pour chaque type de procédé industriel qui changent la donne sur la consommation. Des exemples aussi sur la question, il y a deux choses. C'est la taille, donc les mégawatts. Et alors, le truc extraordinaire, c'est en haut, ici, vous avez les deux turbines, là. On peut dire que, historiquement, dans les années 60, les turbines à gaz, en disant c'est absolument nul. On peut démontrer que le cycle de Joule sera toujours inférieur au cycle Baudrechas pour la production d'électricité. Et ils ont eu une idée géniale. La physique avait raison, mais ils avaient oublié une chose, c'est qu'on peut coupler une turbine à gaz avec une vapeur, le cycle combiné. Et ça, c'est un exemple remarquable, puisqu'on arrive du point de vue de l'énergie extractible, on arrive à 75% d'efficacité. On est à 60 à 62% d'efficacité de base, mais par rapport à ce qui est potentiel, on est à 75%. Donc on peut ensuite avoir des stratégies de récupération. Alors une qui m'amuse, pour vous faire voir les différentes de taille, c'est que rien qu'en marchant, on peut produire de l'électricité. Et donc, naturellement, alors le problème, c'est que si on fait le nombre de pas faits multiplié par le milliard de personnes, ça fait beaucoup d'électricité, mais en fait, c'est une petite quantité qui peut être utilisée à un besoin simple, que ce soit pour recharger un portable ou pour avoir de la lumière au bout de ses chaussures sans avoir une pile électrique. Donc, et tout ça, ça veut dire quoi? Selon le besoin et selon la taille du besoin, il y a des solutions auxquelles on ne pense pas, et l'effet piézoélectrique est un effet intéressant là-dessus. Bien, alors maintenant, on va même arriver aux mines. Donc, la question la plus efficace, le stockage le plus efficace, c'est quand on a deux lacs à deux hauteurs différentes. Quand on a trop d'électricité, on pompe, on remonte l'eau dans le lac le plus haut. Et quand on a besoin d'électricité en pointe ou à d'autres moments, on turbine et on produit l'électricité. Sur cette idée, il y a un truc génial. Dans un pays minier, c'est qu'au lieu de faire monter et descendre de l'eau, on fait monter ou descendre une centaine de tonnes de béton. Et donc, quand on monte en utilisant de l'électricité au moment où il y en a trop, et quand on descend, on produit, puisqu'on a à ce moment-là un moteur alternateur. Donc ça paraît bizarre, mais c'est fait aux États-Unis. Et d'autre part, il y a des gens qui le font avec des grues. Alors justement, comme ils le font avec des grues, et que les grues sont sensibles au vent, et c'est quand même pas idiot de pouvoir le faire en utilisant un ancien puits de mine. Dans la même idée des cavités, il y a les cycles où on récupère l'énergie avec de l'air comprimé, et même histoire, on comprime quand on a trop d'électricité, on détend et on produit l'électricité quand on en a. Enfin, pour changer de besoin, on est sur une pompe à chaleur. Ça, c'est quelque chose qui a été fait avec EDF et qui fonctionne. On veut effacer la consommation pendant que tout le monde fait la cuisine et veut regarder la télévision entre 19h et 21h.
Et bien à ce moment-là, il faut être capable d'effacer la consommation de la pompe à chaleur en chauffage. Donc l'idée, qui fonctionne parfaitement, c'est d'inclure un matériau à changement de phase qui va fondre et donc à ce moment-là consommer de l'énergie, et on arrête de fournir de l'électricité, il va se solidifier et libère de l'énergie et maintient le chauffage pendant 2 heures sans besoin complémentaire. Alors, dernière chose sur la question du stockage et la consommation, c'est imiter la nature. Et là, l'idée très forte, c'est que la clé, c'est comment renforcer la photosynthèse. La photosynthèse artificielle, c'est vraiment un pic qui semble à peu près inatteignable, mais doper la photosynthèse en utilisant des bactéries et des archées, qui sont des bactéries différentes, justement, à l'intérieur d'un dispositif photosynthétique, c'est quelque chose qui est en train de marcher. Et donc là, quel est l'intérêt? C'est photon plus eau plus CO2, et ça c'est ça le point très important, arrive à chaîne carbonée. Donc ce que fait la mère nature, dont je vous ai donné les chiffres assez extravagants au niveau terrestre, eh bien on est capable éventuellement, dans les 10 années qui viennent, de démontrer qu'il est possible de renforcer la photosynthèse et d'avoir une efficacité plus grande. Et donc, dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faut rendre hommage à la fusion nucléaire, puisque c'est la seule source où, en fait, on produit de l'énergie. Toutes les autres sources, on est des convertisseurs d'énergie. Et donc, c'est pour ça que le Graal, sur lequel beaucoup de gens travaillent, c'est avec 2 manières, avec les lasers ou avec le confinement magnétique. Donc la question clé, c'est comment maintenir des réactions à 100 millions de degrés. On voit bien que 100 millions de degrés, le confinement ne peut être que magnétique ou par laser. Donc ça, c'est le Graal à venir, mais c'est un principe important parce que ça nous évite, je dirais, de nous demander qu'est-ce que c'est que produire de l'énergie. Produire de l'énergie, il y a un facteur 10 puissance 16, ça fait beaucoup, hein, ça fait 10 millions de milliards. Entre 1 kg consommé fait 10 millions de milliards d'énergie de la même unité équivalente. Ça fait beaucoup, hein. Et donc c'est ça l'enjeu de la fusion. Bien, décarbonons. Donc la première chose pour décarboner, on l'a déjà dit, c'est effectivement décarboner l'électricité et faire que l'usage de l'électricité remplace des combustions, mais il y a des combustions fatales. D'autre part, il y a des combustions vertueuses, c'est les combustions de la biomasse, puisqu'elles sont normalement à bilan en CO2 nul. Et dernièrement, il y a les combustions sur lesquelles on fait le captage du CO2 et on réutilise le CO2, ou on fait de la photosynthèse assistée, ou on le stocke dans le sol. Donc on voit qu'on a une palette d'actions, et donc ce portefeuille, je dirais, d'options techniques est indispensable pour être flexible sur savoir qu'est-ce qui est le plus approprié dans une période donnée en fonction des moyens qu'on a. Alors, la question, c'est la question du bilan carbone. Donc, il y a un moment donné, on était tout content de dire que l'hydrogène avait des couleurs de l'arc-en-ciel. Sauf que quand on se met à donner des couleurs à l'hydrogène, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'on est en train de choisir dans les procédés de production de l'hydrogène. Et la réglementation européenne ou française n'en a rien à faire de savoir si c'est mieux de le faire avec du nucléaire ou avec du photovoltaïque. La question clé, c'est est-ce que c'est haut carbone ou bas carbone? Et donc, Pannier-Runacher et le CEA ont changé la réglementation européenne de manière assez incroyable dans la négociation avec l'Allemagne sur le fait que maintenant, il n'y a plus que 2 catégories d'hydrogène. Le bas carbone avec un seuil maximum de 3,8 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène, ou le haut carbone, qui est la manière usuelle de le fabriquer efficacement, qui est de 11 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. Donc c'est très intéressant parce que ça laisse ouvert complètement les options techniques pour le faire. Donc, je ne détaille pas plus. La méthode, il faut qu'on se mette d'accord sur la méthode, il n'y en a qu'une, c'est l'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire, quel est le carbone incorporé dans un capteur photovoltaïque, où est-ce qu'il a été produit,
quelle est l'électricité carbonée en Chine qui a permis d'avoir des panneaux photovoltaïques bas coût, etc., etc. Donc il y a l'énergie incorporée dans les différents éléments. Donc dans certains cas, c'est majeur, comme pour le photovoltaïque ou l'éolien. Et après, il y a le carbone qui est émis pendant l'utilisation et le carbone qui est émis quand on met au rebut et qu'est-ce qu'on fait du décommissionnement. Alors, il y a une question importante, c'est l'hydrogène, est-ce qu'il faut le brûler? Alors, je pense qu'il faut le brûler, mais avec parcimonie, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'hydrogène, en particulier le fait que le point clé, c'est que c'est un réducteur. Donc on en a parlé tout à l'heure sur la question de la réduction de l'acier, c'est important, c'est aussi un enjeu important pour le génie des procédés, et en particulier le génie chimique. Et donc, il faut savoir d'où vient l'hydrogène. C'est-à-dire qu'en dehors de l'hydrogène du sol, donc natif, en dehors de cet hydrogène natif, tous les autres hydrogènes proviennent d'un processus de transformation. Et donc ce processus de consommation, il a un bilan carbone. Et c'est ce bilan carbone qu'il faut regarder, que ce soit par une voie venant de la biomasse ou que ce soit par l'électrolyse de l'eau, c'est quid du carbone impliqué là-dedans. Donc il n'y a pas de miracle sur l'hydrogène si on n'est pas capable d'avoir cette méthode. Et heureusement, c'est celle qui est adoptée. Alors pour l'hydrogène natif, il y a quand même un problème sur lequel il faudra faire attention, c'est que jusqu'à présent, on pensait que l'hydrogène, il n'y avait pas de problème du point de vue environnement. Sauf que il y a un certain nombre de laboratoires qui ont calculé quel était le pouvoir de réchauffement global de l'hydrogène par rapport au CO2, et c'est 11,6 kg équivalent CO2. Donc je rappelle que le méthane, c'est 28, donc l'hydrogène, c'est bien mieux, mais quand même, c'est beaucoup plus que le propane. Hein. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a un pouvoir de réchauffement global de l'hydrogène, donc attention aux fuites. Et c'est vrai que l'hydrogène, pour les fuites, c'est assez sympa. Bon, l'autre chose, c'est justement l'hydrogène, qu'en faire? Donc l'hydrogène fait partie aussi des éléments de stockage. Donc on peut le stocker donc il faut le stocker à très haute pression, c'est pour ça que ces cylindres sont très hauts et relativement minces, parce que si le diamètre était plus grand, ben ça se déchirait, parce qu'il vaut mieux stocker entre 350 et 700 bars. Et d'autre part, la question clé pour l'hydrogène aussi, c'est la même chose que ce que j'ai dit pour les combustions. Si on travaille avec une pile à combustible, l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer la chaleur en même temps qu'on produit l'électricité. Donc la question clé, et en particulier pour certains bâtiments, ça vaut la peine, mais il faut utiliser l'hydrogène avec le même soin qu'on utilise n'importe quel autre combustible. Bien, donc on va le retrouver dans les procédés, on va le trouver dans les carburants, et d'autre part, l'hydrogène, pour des questions de logistique, va être à la base de ce qu'on appelle les e-fuels, c'est-à-dire les carburants de synthèse à base d'hydrogène et de CO2. Tiens, on le retrouve. Donc, je vais aller assez vite sur cette partie-là. Donc, on en a parlé tout au début de la première partie. Il y a un procédé de réduction des minerais de fer par l'hydrogène, qui est un procédé connu et utilisé où? Dans les pays en développement. Parce que c'est quelque chose qui correspond à des petites tailles. Alors actuellement, ça fait des éponges d'acier qui ne sont pas encore de la qualité voulue, mais le coup d'après, c'est que ces éponges d'acier, on peut les passer en acier électrique et donc en faire, je dirais, un acier de bonne qualité. Alors je ne sais pas si quelqu'un a visité déjà une unité de fusion d'acier de ferraille. C'est très spectaculaire, mais il ne faut pas oublier que en faisant un peu attention, on voit deux électrodes. C'est deux électrodes carbone. Il n'y a que 100 000 volts entre les deux électrodes. Ça fait fondre 100 tonnes en 1 heure. Et si vous êtes dans la pièce, vous avez l'impression que vous êtes au milieu d'un orage. Il ne vaut mieux pas être trop près. Bon, donc l'autre point important, c'est que l'hydrogène elle va être la base de la décarbonation des engrais, puisqu'à la base des engrais, il y a l'ammoniac, que donc l'hydrogène est utilisé à cette fin-là, enfin le cycle est différent, avec un problème particulier, c'est qu'on veut utiliser l'ammoniac comme carburant. À mon avis, du point de vue de production des oxydes d'azote, c'est pas mal hein, de brûler de l'azote pour avoir des oxydes d'azote. Donc il faut quand même bien faire attention à ce qu'on dit lorsqu'on dit l'ammoniac va être un e-fuel. Mais vous allez voir, il y a une bonne nouvelle.
Je passe. Bon, la combustion de l'hydrogène, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait voir des fusées. Donc, hydrogène, oxygène, effectivement, c'est très, très réactif. La température de flamme est supérieure à celle des autres flammes, donc on est à 2250 degrés, donc il y a quand même une adaptation. Qui dit adaptation et température, ça veut dire qu'on va mettre des excès d'air, hein, c'est toujours la même chose. Donc si on met un excès d'air, on va aussi avoir un excès de NOx. Donc cette question de l'hydrogène, c'est pour ça que très souvent, on va beaucoup plus facilement vers les piles à combustible que vers la combustion directe de l'hydrogène, en particulier dans les moteurs thermiques. Alors justement, on arrive au bilan entre une voiture à pile, enfin une voiture électrique utilisant l'électricité directement et une voiture mue électriquement avec donc une pile à combustible. Bon, donc il suffit de regarder l'ensemble des pertes. En gros, une voiture électrique ayant des batteries, du point de vue de l'énergie consommée finale, c'est 2 fois plus efficace qu'une pile à combustible. Et c'est tout à fait simple, c'est à cause de la longueur de la chaîne de transformation. Et sur le fait que dans une voiture, on n'utilise pas vraiment la chaleur, sauf l'hiver et encore. Alors il y a un truc intéressant sur la limite des analyses de cycle de vie, c'est sur la question des biocarburants première ou deuxième génération. Il y a, alors, si vous voulez vous amuser à lire vraiment un document technique complexe, c'est la directive, l'annexe RED 2 du calcul du cycle de vie et de ce qui n'est pas le cycle de vie sur les biocarburants. C'est très très beau, hein. On a vu que le niveau scientifique des parlementaires européens et de la Commission européenne a fait un bond en avant absolument fastueux. Donc, il faut faire entrer l'usage des sols, il faut faire entrer le carbone piégé dans les sols, etc., etc. Donc, au bout du compte, tout calcul fait, avec des méthodes qui sont assez spectaculaires, ça veut dire que les biocarburants de première génération seront limités maximum à 7% de la production des carburants renouvelables dans chacun des pays, à condition qu'ils soient déjà à 5 ou 6%. Bon, ça c'est un premier élément. Mais en même temps, on dit qu'il faut des carburants renouvelables, donc ils vont être produits autrement. Donc un des carburants renouvelables, c'est quand même le biogaz, et qui devient du biométhane. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Et d'autre part, on voit la limite de la question de la concurrence avec la question alimentaire. Mais je vous recommande, si vous avez un peu de temps le soir et envie de dormir, de lire la directive RED 2. Bien, pour revenir sur la question clé du captage du CO2, et en particulier sur les centrales à gaz, donc le point très important pour le captage du CO2 sur les centrales à gaz, c'est la capacité à capter du CO2 à une très faible concentration. La concentration, en gros, c'est 3,5%. Donc on a, et d'autre part, avec des débits énormes, hein. Une centrale à cycle combiné moderne, c'est 3 millions de normaux mètres cubes heure. Donc vous voyez un peu la taille. Et donc il y a et l'autre enjeu, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le captage du CO2 sur les centrales à gaz suppose que la technologie soit capable de démarrer 2 minutes après le besoin. Si on peut s'arrêter pendant 4 jours, on redémarre et il faut que le procédé soit rapide. D'où un procédé mécanique, ce qui nous donne un avantage pour notre technologie, et on a travaillé avec Engie sur ces questions-là, on verra bien ce qui en sort. Je reviens sur la question du captage du CO2 et je reprends la carte de la Lorraine pour faire voir qu'il y a un lien très fort entre les veines de charbon non exploitées, donc le paysage de nombreux pays européens, et la capacité à stocker ce CO2 dans ces veines de charbon. Et donc, là, pour reprendre les couleurs, je dirais qu'il est plus avantageux de produire du méthane bleu que de l'hydrogène bleu. Donc j'enlève les couleurs. Ce que je veux dire, c'est que si on injecte, si le rapport est bien celui qui est précalculé, prétesté, à savoir que une molécule de méthane extraite est remplacée par 4 molécules de CO2. Donc ça veut dire qu'il y a 3 molécules de CO2, enfin de carbone, qui ont été stockées en même temps qu'on a utilisé la molécule de méthane. Donc c'est quelque chose, naturellement, qui fait hurler beaucoup de gens, mais du point de vue du bon sens, c'est de bon sens d'utiliser du méthane extrait des veines de charbon
en remplaçant ce méthane par du CO2. Il faut le tester, il faut vérifier ce rapport 4 dont je parle, mais c'est quelque chose d'essentiel. Bien, alors les e-fuels, là je passe, vous regarderez, j'ai pas le temps, et je vais vous donner la nouvelle incroyable, parce qu'on a écouté ce qui a été dit sur Dunkerque, on se dit waouh, ça avance pas. Alors, on sait que les grandes compagnies maritimes se les sont fait en or pendant le Covid. On sait que les profits de CMA, CGM, c'était pas loin des profits de Total, ce qui est quand même assez étonnant. C'est pareil pour Maersk, qui est la grande compagnie danoise. Alors Maersk, ils ont décidé, une bonne fois pour toutes, que leur flotte tournerait avec le e-méthanol. Point à la ligne. Ils ont déjà suscité la production dans 7 pays du monde, dont la Chine. Ils sont déjà à 500 000 tonnes en 2025. Ils visent 6 millions de tonnes pour leur flotte et ils ont un investissement sur 5 ans de 10 milliards d'euros. Et ils sont en train de faire la première usine européenne en Espagne, ils vont en faire 2 d'ailleurs en Espagne, sur lequel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont besoin de CO2 biogénique, bien que la réglementation européenne ne les oblige pas. Mais on sait que pour le e-kérosène, il faudra obligatoirement du CO2 soit extrait de l'air, soit qui vienne de la biomasse. Donc eux, ils ont une chaudière à biomasse, ils font du captage de CO2 sur la chaudière de biomasse, ils produisent de l'hydrogène par électrolyse et ils refont du e-méthanol, qui considère être la voie la plus courte pour passer, je dirais, de l'hydrogène à un fluide qui va dans le réservoir d'un porte-conteneur. 10 milliards d'euros. Hein. Intéressant quand même par rapport à qu'est-ce qu'on fait de ces profits. Bon, alors dernière chose, on en a parlé plusieurs fois, même si on fait produire l'hydrogène au Maroc ou en Algérie, ça va être un peu plus difficile, par photovoltaïque et qu'on a un gros câble pour prendre cette électricité et qu'on fait de l'hydrogène au bout du compte, eh bien, tout calcul fait, le coût de l'hydrogène dans ces cas-là, c'est 6 € le kilo. Et donc, c'est, à l'heure actuelle, on a bien compris tout à l'heure ce qu'a dit la personne qui représentait le Dunkerque, c'est qu'à 6 € le kilo, ça ne marche pas économiquement. Et donc, on voit bien que l'enjeu, par exemple, si on veut produire de l'hydrogène avec un procédé classique à partir du méthane, et si on met le CO2 en terre à partir de ça, le bilan économique n'est pas à 6 €, il est à élaborer. Voilà, donc pour les conclusions que j'en tire, la première chose, c'est qu'on ne produit pas d'énergie, sauf par la fusion. On ne fait que convertir l'énergie. Deuxième chose importante, pour gérer l'énergie en fonction des niveaux de température, le pompage de chaleur, ce n'est pas un équipement, c'est un principe. Enfin, la décarbonation essentielle, c'est celle de l'électricité, à condition qu'on ait des cascades énergétiques pour produire l'électricité. Ensuite, ce qui est intéressant, ce sont les clusters industriels. On voit en France en particulier, mais pas qu'en France, qu'il y a une sorte d'aversion à l'installation de nouvelles installations industrielles ou même de méthanisation. Et donc on s'aperçoit qu'il va y avoir dans le monde développer un certain nombre d'emprises, pas aux États-Unis, mais un certain nombre d'emprises sur lesquelles on va pouvoir faire de l'industrie. Donc ça veut dire des clusters industriels sur lesquels il y a des logiques qui s'appellent le symbiotisme industriel, sur lesquels on va faire que les déchets de l'un puissent être une ressource pour l'autre, va faire qu'on va partager la ressource d'eau de manière intéressante, et il y a différents types d'eau, mais je ne peux pas rentrer là-dedans. Et enfin, il y a notre rapport à la biosphère qui va changer. Donc le problème, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à devenir des jardiniers de choses qu'on n'utilise pas, qu'on connaît mal. Et ce jardinage, c'est aussi bien le jardinage des forêts que le jardinage des sols et des marais et de la mer. Donc on a un apprentissage absolument indispensable
sur la question de comment on va utiliser mieux, et dans un sens pas forcément utilitariste, la nature qui est autour de nous. Et enfin, les bactéries et les archées sont des alliés. D'abord, il faut savoir qu'elles étaient là avant nous, que si jamais on disparaît, elles seront là après nous, et que ce sont des extraordinaires alliés pour être beaucoup plus efficaces dans la gestion de l'énergie et des ressources. Dernière chose, on est devant un monde où il y a des combustions fatales. On est dans un monde où effectivement la transition ne va pas se faire par un coup de baguette magique du point de vue de la décarbonation. Et donc, dans les variables d'ajustement, j'insiste dessus, le captage, transformation du CO2 ou stockage du CO2 est quelque chose d'essentiel. Et la nature, entre guillemets, est quelque chose qui nous apprend qu'il n'y a pas de gestion de l'énergie sans recyclage du CO2. Voilà, ce n'est pas un ennemi, le CO2. J'en ai fini. Bien, merci beaucoup. Écoutez, avec Denis Clodic, c'était le dernier intervenant. Je remercie tous ceux qui ont passé cette matinée avec nous. Elle était d'une richesse, je crois, tout à fait exceptionnelle. Je remercie encore une fois tous les intervenants et chacune et chacun d'entre vous qui êtes venus. Et je vous donne rendez-vous sans doute pour les assises de l'énergie de l'année prochaine. Voilà. Merci à tous.